tous les développeurs de la technologie en France et en Europe avec nous aujourd'hui, qui vont vous présenter voilà, les dernières nouvelles de leur part. Voilà, ça permet de mettre une mise à jour de leur technologie, de leur avancée, de leurs projets en cours, de leurs projets à venir, leur positionnement. Voilà, toute question de votre part est bienvenue. Pour être plus efficace, on vous demande de bien vouloir patienter pour poser les questions à la fin. Voilà, chaque intervenant a un petit quart d'heure pour présenter sa partie. Avant qu'on vous les présente, je vais juste faire une petite introduction de mon côté pour vous dire qu'au niveau du groupe de travail gasification thermale, on avance aussi en parallèle sur certains sujets, notamment sur la partie réglementaire. On a un sous-groupe qui est piloté par Ekiom et Ineris qui travaille sur tout ce qui est réglementation ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles n'importe quel projet sera soumis. Et justement, le gros travail qui est en train d'être finalisé, c'est d'avoir une vision globale, comment la gasification hydrothermale peut être intégrée aujourd'hui dans la réglementation existante, sachant que les premiers projets vont forcément se faire de cette manière-là. Et aussi réfléchir collectivement comment on peut se positionner demain pour faire en sorte que dès qu'on a plusieurs projets, que l'administration nous facilite un peu l'approche de réglementaire, parce que ce qui se cristallise aujourd'hui, c'est qu'on est soumis à pas mal de réglementations qui ont été écrites pour l'incinération, et vu que notre technologie est quand même beaucoup plus simple et génère beaucoup moins d'impact, on aimerait que ce soit un peu simplifié. Deuxième sujet, c'est le traitement de Saint-Gaz. On a également un sous-GT qui a déjà pas mal travaillé aussi. Dans le premier objectif, c'est d'identifier les meilleures technologies de traitement de Saint-Gaz à haute pression en fonction les deux familles de technologies et de faire une première estimation de leurs coûts, sachant que ça rentre globalement dans le business model de la filière. Et ça, c'est piloté par RICE, par la direction R&D de GRT Gaz, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, les équipementiers, les bureaux d'études et d'autres. Voilà, et voilà, on va passer, c'était juste une première information, on va passer à nos intervenants. Je laisse Audrey les présenter rapidement. Oui. Voilà, vous nous connaissez déjà. Ouais. Hop. Alors, on va donc démarrer par une présentation du CEA et de GRDF. Donc Sébastien Quenard, chef de projet technique au CEA Liten, et Mathieu Chagnolo, le chef de projet Nouveau Gaz chez GRDF. Donc je vous prendrai la parole par la suite. Nous aurons ensuite Sofiane Zalouk, responsable R&D chez Le Roulotte, qui va aussi nous présenter les dernières avancées technologiques, suivi de Gaël Peng, CTO, donc responsable technique chez Treatec. And then, sorry, but yes, our friends from Spain, so Joé Bautista, Process Senior Consultant, nous présentera les dernières avancées de KD, ainsi que Wood de Groot, Business Development Director chez SCW System. You will finish the discussion today. Et donc, sans plus attendre, je pense, Robert, on démarre par c'est Sébastien qui va présenter avec Mathieu. Je pense que je te donne, hop, et puis. Alors bonjour à tous. On va vous parler des dernières innovations qui ont été réalisées en gasification hydrothermale, et notamment au sein du CEA en collaboration avec GRDF. On a développé notamment un système d'injection de boue à haute pression. Et puis on a reçu assez récemment un nouvel équipement qui est pour la séparation des sels inorganiques avant gasification. Donc voilà, je suis Sébastien Quenard, je travaille au CEA qui est situé à Grenoble.
Et du coup, je vais laisser la main à Mathieu qui va commencer la présentation. Merci beaucoup. Alors pour vous introduire le sujet, on a décidé de repartir en fait des objectifs de la filière qui fixe à 2030 une production de gaz renouvelable et bas carbone à 60 TWh, dont 2 TWh de gazéification hydrothermale, et à 2035 une production de 120 TWh avec la gazéification hydrothermale à 12 TWh. En accord avec ces objectifs, GRDF a un projet d'entreprise, mission décarbonation, dont un axe porté sur la multiplication par 5 de la production de gaz vert, qui inclut les nouvelles filières d'ici à 2030. Dans ce contexte, nous avons mené en fait un partenariat avec le CEA portant sur la production de gaz vert et notamment la gazéification hydrothermale. Donc on part du besoin qui est assez clair, qui est finalement de valoriser des déchets qui sont difficilement traitables dans les filières de valorisation classiques. On a aussi un besoin d'élimination d'agents pathogènes ou de micro-nanoplastiques, on a mentionné tout à l'heure les PFAS, et un besoin aussi de haut degré de conversion du carbone dans les déchets. Donc pour cela, on a différents objectifs qui sont en fait finalement lever les verrous technologiques de chaque brique, que sont l'injection haute pression, la séparation des sels et la réaction de GHT. Donc pour arriver à ces objectifs et finalement pour lever les verrous technologiques et arriver à une installation industrielle, on a plusieurs jalons. Et en ce moment, on se trouve sur le premier jalon, qui est donc centré autour d'études et de tests sur un prototype de 10 kg par heure, avec finalement des adaptations qui sont nécessaires pour une industrialisation à l'horizon 2026. On aura ensuite un second jalon portant sur un démonstrateur pré-industriel et un dernier sur une installation industrielle. Tout ça donc pour contribuer aux chiffres des 2 TWh d'ici à 2030 qui sont soutenus par les résultats de la MIGH. Alors dans cette étude, il y avait eu déjà une pré-étude TechEco qui faisait apparaître que pour avoir une faisabilité technique et économique, il y avait vraiment 2 points clés primordiaux. Il fallait une récupération de chaleur élevée pour le procédé. Et puis, il fallait un taux de matière sèche injecté élevé. Donc ça, on a fait des essais au laboratoire avec des réacteurs batch. Alors, on va passer assez vite sur les formules, mais ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, plus vous avez de matière organique dans la matière qui va être injectée, plus vous allez avoir un rendement énergétique de production de PCS net de méthane intéressant pour la filière. Et en parallèle, il faut aussi un taux de récupération de chaleur important. Donc, ce qui implique des échangeurs de chaleur dans le procédé pour être intéressant économiquement. Et puis, on avait fait des essais alors, sur plusieurs intrants, mais dans le cadre du projet avec GRDF, on avait regardé des bouts de dragage, mais bon, qui contiennent très peu de matière organique et beaucoup de sable notamment, et des bouts de stations d'épuration. Et donc, on a montré que il fallait, pour une faisabilité technique économique, il fallait au moins avoir 18% de matière organique injectée et puis autour de 65-70% de récupération de taux de chaleur. Et là, je vous passe un petit film sur les différents équipements que l'on a chez nous au CEA. Voilà un petit aperçu des nouveaux équipements qu'on a eus qui sont arrivés chez nous il y a très peu de temps, en 2024, dont je vais vous présenter certains résultats. Donc on parle beaucoup de bouts de station d'épuration. Et c'est vrai qu'on est parti sur cette ressource qui est abondante, disponible et qui a quand même un intérêt
énergétique assez intéressant, avec voilà, plus ou moins 16 mégajoules par kilo de matière sèche, qui est souvent peu valorisée, hein, soit incinérée, soit il y a de l'épandage, mais qui va certainement devenir compliqué dans les années à venir. Et il n'y a pas de compétition avec d'autres usages. Donc voilà, c'est une ressource qui nous paraît intéressante. Et voilà, à gauche sur le schéma, en bas, là, vous voyez deux échantillons qui proviennent de 2 steppes différents. Donc on retrouve pas mal de carbone, pas mal je dirais de molécules intéressantes pour la gazéification hydrothermale. Et dans les bouts, vous avez une photo. Voilà, c'est quand même, ça reste une matière très compacte, difficile à être injectée, mais qui contient quand même 77% d'humidité. De la matière organique, mais aussi beaucoup de sels inorganiques et on peut avoir beaucoup de cendres, et ça peut être assez difficile, notamment pour la filière. Donc nous, on a développé séparément, en fait, on a travaillé de façon séparée sur l'injection, la séparation des sels et la gazéification hydrothermale pour ne pas être bloqué et pour avancer en parallèle sur ces verrous, sur ces différents développement technologique et essayer de lever les verrous techno. Donc voilà, l'injection de boue de stations d'épuration haute pression, hein, c'est assez compliqué. C'est des boues abrasives et pâteuses. Donc on a besoin d'une pompe suffisamment puissante et robuste. Et c'est difficile de trouver des pompes pour travailler dans ces conditions. Donc en 2020, des collègues ont déposé un brevet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer quelques résultats intéressants qu'on vient d'avoir. Donc voilà, donc nous on est parti d'une idée, d'une simple idée d'un coin de feuille, d'un coin de papier. On a dessiné le procédé, on l'a fait fabriquer et puis on l'a évalué. Donc l'objectif c'est de pouvoir injecter des boues autour de 250-300 bars entre 5 et 10 kHz de ressources. Voilà. Et puis du coup, l'année dernière, on a eu des premiers tests très concluants qui ont été réalisés. Alors, au début, pour ne pas travailler avec des bouts de steppe, qui ne sont pas des ressources très sympas au laboratoire, on a plutôt travaillé avec un mélange d'eau et d'amidon pour faire un peu de la gélatine très, très visqueuse et difficilement pompable. Voilà. Et on a réussi à injecter cette ressource. Après, on s'est amusé à mettre de la sciure de bois pour essayer de simuler une ressource compliquée. Et on a eu des résultats plutôt probants et intéressants pour l'injection. Et puis la cible, c'était d'être autour de 20% de matière sèche pour de la boue de station d'épuration. Et en fait, on a réussi à injecter à 275 bars entre 6 et 8 kg par heure de boue de station d'épuration. Donc voilà, donc pour l'injection, je dirais qu'on a réussi à lever ce verrou. Et il n'y a pas de contre-indication pour aller sur des pompes jusqu'à 1 tonneur. Hein, elles existent commercialement. Voilà, là c'est un système, on a 2 pompes, une pompe à eau à haute pression, plutôt membranaire, et une pompe péristatique qui, elle, va mettre la ressource dans des pistons, en fait, et après on va pousser avec de l'eau pour injecter à haute pression. Donc voilà, ce prototype, maintenant, il va nous permettre de définir un futur système d'injection pour un futur démonstrateur, notamment pour des ressources assez complexes et difficilement pompables. Ensuite, on a travaillé au laboratoire sur un système de séparation de sels inorganiques. Donc c'est pareil, on est parti d'un brevet à l'échelle laboratoire. Et puis voilà, du coup, pour limiter l'encrassement et le colmatage du procédé, il faut qu'on dessale les boues en amont de l'étape de gazéification. Et du coup, vous voyez une photo là, on capte les sels en fait inorganiques autour de 420 degrés, 300 bars, 250 bars. Et du coup, voilà, le séparateur, là, il permettait d'enlever 90% en masse de sel de la boue de station d'épuration. Et on a aussi vérifié que la teneur en carbone, voilà, elle restait importante. On en enlevait très peu après lors de la séparation des sels. Donc ça reste primordial pour le procédé, pour générer le plus de gaz possible en sortie. Donc on récupère peu de carbone dans les sels. Par contre, vous voyez, on arrive à enlever pas mal de molécules inorganiques, du calcium, du potassium, du zinc, beaucoup de métaux aussi lourds dans les bouts de steppe. Et ensuite, du coup, on a développé pendant ces plusieurs années là, un système de séparation de sels inorganiques. Donc on l'a reçu, voilà, il a été réceptionné en octobre 2024. Il a été livré au CEA en fin d'année. C'est un équipement qui a été fabriqué par l'entreprise Top Industries en collaboration avec les équipes du CEA. Et du coup, voilà, donc on a 2 réacteurs en fait qui peuvent fonctionner sur ce séparateur de sel en mode
en mode ce qu'on appelle de façon alternative. On a aussi 2 géométries différentes, donc on peut tester plein de process, plein de systèmes différents. Et l'objectif, c'est de développer et de travailler sur un mode continu et de récupérer les selles sans arrêter le procédé. Donc on a une structure interne particulière, on a un agitateur à l'intérieur qui vient racler, agiter une structure à l'intérieur pour mettre les selles au fond du réacteur et pour pouvoir les évacuer. Et donc l'avantage à l'échelle laboratoire, c'est qu'on a différentes géométries, on peut assez facilement ouvrir les réacteurs et tester différentes process à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, actuellement, cette semaine, on a fait des essais, on est en cours d'essai, on mélange de l'eau avec des sels, et puis on espère d'ici quelques semaines pouvoir faire ces essais avec les boues. Alors quelles sont les perspectives au sein du CEA? C'est de pouvoir après coupler ces différentes briques technologiques. Donc à gauche, on a l'injection de boue dont on a validé le procédé. Au milieu, on a notre séparateur de sels. Donc dans un premier temps, une fois qu'on aura validé le séparateur de sels, on va pouvoir coupler l'injection avec le séparateur de sels. Et puis sur la vue de droite, ça c'est notre réacteur de gazification qu'on a depuis quelques années, qui permet de gazifier à 600 degrés des ressources, notamment des ressources qui seront dessalées, donc dont il y aura peu de sels inorganiques, et du coup on limitera le colmatage lors du procédé. Et l'objectif, c'est vraiment de coupler tous ces procédés ensemble dans l'année 2025 à venir. Et puis du coup, Mathieu parlait tout à l'heure de cette slide-là. Mais la phase 3, elle est à 2025 au futur. Voilà. Donc on doit travailler, on est en discussion avec GRDF, avec d'autres partenaires. Puis l'AMI, bien sûr, fait partie de ces opportunités. Il y a aussi des projets européens, on fait aussi du projet bilatéral avec des industriels. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous voulez venir travailler avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir durant ce salon. Donc, concernant les résultats de l'étude technico-économique qui a été effectuée par un laboratoire spécialiste du CEA, nous nous sommes positionnés en fait dans le cas de traitement de 1 tonne de matière brute par heure, avec finalement, on se positionne sur la 20e unité de gazification, donc avec des hypothèses sur les CAPEX. Et en fait, avec ces hypothèses, on arrive à un coût de traitement de la boue de 184 € par tonne de matière brute sans aucune valorisation des coproduits. Si en fait on applique la valorisation du gaz produit, on descend à 132 € par tonne de matière brute, donc le coût de traitement de cette boue. Et si finalement on arrive à valoriser l'hydrogène, la chaleur et les sels, on peut descendre en dessous du prix bas de l'incinération qui est donc fixé à 90 € par tonne de matière brute, et donc obtenir un coût de traitement de la boue à 67 € de la tonne de matière brute. Donc ces résultats sont assez positifs et très encourageants pour la filière. Et donc voilà, à prendre en compte qu'on se positionne sur une situation où on a aussi du water gas shift avec PSA pour pouvoir séparer aussi les différents coproduits. Voilà. Donc pour conclure, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme le disait Sébastien, à venir nous rencontrer, que ce soit sur le stand de gazification hydrothermale ou même plus tard nous contacter par mail. Merci Mathieu, merci Sébastien. Effectivement, on passera à toutes les questions à la fin des présentations. Je vais maintenant laisser la parole à Sofiane. Tu as 15 minutes, Sofiane, pour nous présenter vos derniers avancements chez Très bien, l'Eurolots. merci beaucoup. Donc, je me représente pour les gens qui n'étaient pas là à la première table ronde. Donc, moi, je suis Sofiane Zalouk, responsable R&D au sein de l'Euroelot. Et je vais vous présenter un peu ce qu'on fait en gazification hydrothermale, si ça veut bien marcher. Alors je suis désolé, ça fait des... Donc quelques mots sur l'Euroelot. Nous on est équipementier, fournisseur d'installations de centrales thermiques clés en main de 10 à 150 MW. Donc UVE, on fournit différentes technologies de combustion, lit fluidisé, gris.
Et on complète nos gammes de produits avec des systèmes de gazification en lit fluidisé, notamment au niveau du traitement des CSR. Et on travaille également sur la partie oxydation hydrothermale, qui est le cousin de la gazification hydrothermale, plutôt en milieu oxydant, pour traiter les déchets, notamment à bord des navires de croisière, où on a 2 installations aujourd'hui industrielles qui tournent en collaboration avec notre client, les Chantiers de l'Atlantique, sur des navires qui sont au niveau des armateurs, comme Royal Caribbean Cruise Line par exemple, pour traiter les déchets qui sont constitués de bouts de stations d'épuration, de déchets de bouche. C'est des petites villes flottantes où on trouve pas mal de déchets similaires à ce qu'on peut retrouver à terre. Donc naturellement, on s'est orienté vers la gasification hydrothermale, hein, du fait qu'on travaille avec des gasifications solides et de l'oxydation hydrothermale. Et donc on s'est rapproché, excusez-moi, voilà, on s'est positionné sur la partie brique technologique qui va du périmètre pompe haute pression jusqu'à la partie séparation de phase, avec l'intégration énergétique, fourniture notamment d'échangeurs de chaleur, qui fait partie de notre corps de métier, et on laisse un peu à nos collègues experts en pré-traitement de tout ce qui est intrant et préparation d'intrants, et notamment au niveau de la partie traitement du gaz, ces parties-là où on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Nous, on est plutôt positionné sur de la gasification hydrothermale haute température, donc avec des températures qui sont de l'ordre de 650 degrés et des pressions qui avoisinent 280 bars. Donc on n'a pas d'utilisation de catalyseur. Donc c'est une gasification qui produit notamment de l'hydrogène et du CO2 et du méthane à des proportions relativement similaires. Donc voilà, après en fonction des usages, on peut utiliser de la méthanation catalytique ou biologique, où il y a des gens qui travaillent dessus au niveau du groupe de travail de gasification hydrothermale pour pouvoir pousser la fraction méthane. D'un point de vue positionnement dans la filière, nous on se positionne comme pour les chaudières en EPC process, où sur la brique process on fournit tout ce qui est partie électricité, contrôle commande, analyse fonctionnelle sur la partie qui nous incombe. Et d'un point de vue technologique, on s'est rapproché du KIT en Allemagne, qui avait développé cette technologie, qui est le premier développeur de cette technologie au sein des laboratoires, avec un démonstrateur de 100 kWh, où on a fait une alliance de développement technologique et d'acquisition de licences pour pouvoir capitaliser sur leurs résultats, notamment au niveau des bouts de stations d'épuration, et pouvoir développer la technologie. Donc on s'occupe de la construction, la mise en service et la maintenance à terme des installations. Donc c'est vers ce qu'on souhaite aspirer dans les années à venir. D'un point de vue avancement au niveau de cette technologie-là, on a un projet dans le cadre de... dans le cadre de France 2030, qui est soutenu également par la région, pour le design d'équipements type échangeur de chaleur, pour valoriser la thermie en sortie de process et arriver à des taux des rendements thermiques qui dépassent les 70%, pour pouvoir viabiliser cette technologie. Hein. C'est l'un des nerfs de la guerre avec la partie séparation de sel et la partie réacteur. Donc on travaille sur le design et le développement de ces équipements pour différentes typologies d'intrants, notamment les intrants industriels issus aussi de la chimie, mais également les bouts de station d'épuration, avec des analyses technico-économiques qui nous permettent de définir la taille des équipements pour chaque intrant et estimer un peu la rentabilité pour le déploiement industriel. En parallèle, on a 2 projets en cours de développement. Le projet que j'ai présenté tout à l'heure dans le cadre de l'AMIGH, qui est le projet Gamma, qu'on mène avec les partenaires qu'on voit sur la slide et qu'on souhaite rapidement mettre en œuvre, on l'espère, via un démonstrateur industriel donc de 500 kWh, qui permettra d'optimiser la technologie sur différentes typologies d'intrants et de valider nos hypothèses de simulation et d'avoir un retour sur un REC sur la partie CAPEX, OPEX, temps de fonctionnement, pour pouvoir prendre des engagements à terme industriels. C'est une étape indispensable pour pouvoir passer le gap de l'industrialisation pour nous. Et donc on espère vraiment avoir les soutiens qu'il faut pour pouvoir développer ce démonstrateur. En parallèle, il s'avère aussi qu'on a pas mal de demandes d'un point de vue études. Un petit pilote
nous semble aussi important. Donc on est en train de mettre en œuvre un pilote de 10 kHz sur notre plateforme qu'on appelle Innovenergy à Nantes. Je ne l'ai pas dit, mais on est un peu les locaux de l'étape. On est à moins de 20 minutes d'ici avec une plateforme de gazification en lit fluidisé. Où on peut faire des tests grandeur nature sur différentes typologies d'intrants solides, comme les combustibles solides de récupération par exemple, ce qu'on appelle les CSR, ou également tout ce qui est bois B, biomasse. Et donc on a une partie gazification, on a une méthanation biologique au niveau de notre site où on peut transformer le syngas en méthane de synthèse. Et donc ça nous semble intéressant d'intégrer aussi un petit pilote de GH pour pouvoir compléter un peu cette partie traitement des intrants et pouvoir faire des tests sur différentes typologies de combustibles et qualifier un peu les bilans massiques et énergétiques par rapport à ces types d'intrants à petite échelle pour comprendre les mécanismes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite déployer cette année. Pour reprendre un peu la feuille de route, aujourd'hui, on a 2 chantiers, on va dire. Un chantier monté en TRL par rapport notamment au bout avec notre projet Gamma pour pouvoir lever les verrous technologiques à grande échelle. Et un autre plus petit chantier, on va dire, pour pouvoir avoir un pilote qui permet de faire des études, de comparer les filières, les intrants et pouvoir proposer la meilleure solution en fonction de l'intrant qui se présente et mieux comprendre les mécanismes réactionnels. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir à terme bâtir une offre d'ici 2028 pour pouvoir industrialiser cette technologie avec une gamme d'échelle qui serait de l'ordre de 4 à 8 tonnes par heure d'intrants liquides, enfin bruts à traiter, ce qui est un peu les tailles, on va dire, qui représentent pour nous et qu'on a estimé les mieux rentables pour la technologie et les intrants qu'on vise. Donc voilà, merci. Merci Sofiane. Gaël, est-ce que tu veux bien prendre la main pour Tréatech? Voilà, bonjour à tous. Donc je suis pas le local de, de l'étape, mais voilà, on vient de Suisse. Donc je suis Gaël Peng, le directeur technique chez Tréatech. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous présenter notre nouveau petit bébé, enfin petit bébé quand même une certaine taille. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire un bref rappel un peu de nos technologies catalytiques. C'est vrai que ça n'a pas été tellement mentionné, mais il y a quand même 2 grandes familles qui sont la gasification thermale non catalytique, plus vers les hautes températures. Nous, on travaille aux alentours de 400, 450 degrés, 250 bars environ. Et pour cela, bien entendu, on doit faire appel à la catalyse. Donc, voilà, personnellement, ça fait depuis 2011 que je travaille sur la catalyse dans ces conditions-là. Donc, on a quand même développé un catalyseur assez efficace donc pour convertir la matière organique en syngas. Relativement propre, on va trouver 3 molécules. Généralement, ce sera du méthane, entre, on va dire, 50 voire 70%. On est à 5 à 10% d'hydrogène. Et le CO2 peut varier entre 30 et 40%. L'avantage aussi de produire le gaz à haute pression, c'est que ça facilite aussi la séparation du CO2. Et ça, c'est vraiment un point clé pour les clients, que ça soit surtout, on va dire surtout pour les clients dans le secteur, le secteur industriel. Donc voilà, en plus d'avoir un syngas, on a aussi un autre procédé. Et ça, c'est pas négligeable parce qu'en termes de volume, surtout si on traite des intrants à queue, il faut être sûr que les normes soient respectées, notamment les teneurs en carbone organique total, ainsi que la teneur en ammonium. Donc voilà, ça peut demander du post-traitement qui n'est pas négligeable sur le coût de la technologie, et ça peut être vraiment un point important. L'avantage de la catalyse, c'est que comme il est très actif, le catalyseur, on peut trouver, selon les intrants, on peut être en dessous de 100 ppm de COT, et même avec certains intrants, on peut arriver au-dessous de 5 ppm. Donc voilà, ça c'est quand même un point essentiel. Ce n'est pas de l'eau qui est buvable, mais voilà, ça, on va dire presque. L'autre point, c'est bien entendu la séparation des sels. Donc c'est vrai, pour la petite histoire, nous on a pas mal travaillé chez Tréatech les premières années sur la séparation des sels avec les bouts d'épuration. Donc on a commencé avec le dur. Et c'est vrai que notre séparateur de sel a vraiment permis de récupérer la totalité des sels, donc on n'a pas d'encrassement, et ça c'était un point essentiel. C'est quand même pas vraiment des sels, il faut être clair, c'est quand même de la matière solide,
Donc le fait d'être en supercritique, on a la possibilité, de par les densités faibles, de récupérer cette matière minérale. C'est une chose de la récupérer, ensuite il faut l'extraire du système. Donc pour ça, on a aussi breveté un système d'extraction qui est vraiment très efficace. Une fois qu'on le récupère, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette matière-là qui peut être à déchet, hein, actuellement c'est un déchet. Donc on a développé des procédés avec un partenaire académique pour notamment récupérer le phosphore lors du traitement d'épuration. C'est vrai qu'en Suisse, 2026, c'était un peu la date clé pour l'obligation de récupérer le phosphore. Et là, on a pu montrer, on vient de terminer le projet donc, le mois passé avec notre partenaire académique, et on a pu récupérer près de 90% du phosphore pour l'être ensuite transformé en struvite ou simplement en acide phosphorique. Voilà, donc ça c'est aussi un point essentiel. Je vais passer sur la slide suivante. Donc l'année 2024 pour nous a été une très très grosse année. C'est vrai que 2023 on a pu terminer notre levée de fonds Série A qui nous a permis de construire cette nouvelle unité pilote. Donc on a débuté l'année avec la construction, l'installation vers l'été et la mise en service, elle a commencé dans le courant de l'automne. On a quand même dû choisir un site industriel parce que la plupart de vous savez qu'on a déjà un pilote à l'Institut Paul Scherrer, mais ce pilote 6, on va dire, se trouve dans un milieu académique. Et pour nous, c'était essentiel de pouvoir être sur un site industriel, justement pour faire des décès de longue durée. Donc le site d'éco-recyclage, il se trouve dans la région lémanique. Avantage, c'est qu'on est à peu près à 15 minutes de notre bureau, donc pour les équipes, c'est pas négligeable. L'autre avantage, c'est qu'on a aussi la possibilité d'injecter directement notre syngas dans le gazomètre, qui est ensuite mélangé au biogaz pour être épuré et injecté dans le réseau. C'est possible, hein, bien entendu, parce que la quantité produite est faible. On est à quelques nomomètres cubeurs, peut-être 20 nomomètres cubeurs au maximum, alors qu'éco-recyclage, ça sera quelques centaines de nomomètres cubeurs. Par année, en fait, éco-recyclage injecte environ une vingtaine de gigawattheures dans le réseau. On peut aussi mentionner que la plupart des déchets du coteau de Vaud, des déchets verts, sont compostés, traités, méthanisés sur ce site. Donc notre unité pilote, elle se trouve sous la toiture à côté du gazomètre. Alors, je vais passer sur la slide suivante. Voilà notre nouveau bébé. Donc comme vous pouvez voir, hein, par rapport à notre premier pilote, c'est clairement une conception beaucoup plus industrielle qui est plus facilement transportable, hein, parce qu'on doit faire des campagnes quand même chez différents clients. Donc sur la partie de droite, on a le container où on va trouver tous les équipements nécessaires à la préparation des intrants, ainsi que la pompe haute pression. L'avantage de ce pilote-là, c'est qu'on est capable de préparer, de traiter différents types d'intrants. D'accord, c'est pas seulement pour du déchet liquide. Ensuite, sur la partie de gauche, on a la partie, on va dire, haute pression, avec l'échangeur à 6 boucles qui nous permet d'atteindre nos 400 degrés. Malheureusement, sur l'image, on ne voit pas les réacteurs et le séparateur de sel, ils se trouvent juste derrière. Mais voilà, c'est assez compact. Donc au sol, on est à 150 mètres carrés. Et voilà, on voit le débit entre 100 et 200 kHz, mais on a ambition de monter à 500 voire 1 tonne avec ce pilote-là, en faisant des modifications appropriées. Donc comme je disais, on a débuté la mise en service en automne 2024 et juste avant Noël, on a pu injecter notre première molécule de méthane. C'était un joli cadeau. Bon, c'était avec du glycérol, hein, on a commencé avec des molécules assez simples, mais au moins on a pu produire une vingtaine de nomomètres cubeurs et ça a très bien fonctionné. Mais pour nous, l'objectif d'ici les prochains mois, avant l'été, c'est de pouvoir faire une campagne de 1000 heures à peu près, c'est l'objectif, avec différents intrants, on va dire, industriels, simples, liquides. On ne va pas s'attaquer au bout directement, sinon on va encrasser la machine. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que la fiabilité de l'unité. Déjà, opérer une telle unité juste avec de l'eau, c'est déjà un challenge, hein, je peux vous dire. C'est pas quelque chose de simple. Et voilà, on a cet objectif-là. Et l'idée, c'est que d'ici l'été, on ait fait cette campagne. Par la suite, on va l'installer chez un de nos clients. Voilà, vous saurez plus l'année prochaine. Il n'y a pas seulement la partie pilote, mais il y a aussi, déjà ma collègue Virginie en a discuté brièvement lors de son intervention, c'est qu'on a quand même fait pas mal de bizdev, hein, notamment pour explorer un peu les secteurs, les différents secteurs. Il y en a 4, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour nous,
Au niveau laboratoire, hein, aussi, on a quand même quelques unités de 1 kWh qui nous permettent déjà de faire des tests avec tous ces différents intrants. Et à ce jour, on a fait quand même des tests avec plus de 40 intrants. D'accord, donc c'est quand même donc différents secteurs. Secteur municipal, bout d'épuration, c'était notre premier gros morceau. Ensuite, on s'est quand même déplacé assez rapidement vers le secteur industriel, industrie pharmaceutique, chimique. Ils ont des gros challenges, ça je peux vous dire. Hein. C'est pas forcément en termes de production de gaz, mais en termes d'extraction de déchets, voilà, de trouver une méthode qui soit intéressante. Donc voilà, ça reste très très large. Bah, c'est une technologie qui est assez jolie parce qu'on peut vraiment tester et valoriser des déchets vraiment de tout type, que ce soit du solide, du pâteux, du liquide, voilà. Petite feuille de route, donc pour la petite histoire, donc Triatech a été fondée en 2015, on a débuté l'aventure au laboratoire, hein, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Par la suite, grâce à nos partenaires académiques, l'Institut Paul Scherrer, on a pu construire et valider le premier pilote qui était quand même du taille importante, on était sur du 100 kWh. Mais là maintenant, on va s'attaquer à un autre morceau avec notre nouvelle unité pilote. Et pour nous, comme je vous disais, l'objectif principal, c'est vraiment d'opérer en 24/7 pendant quelques centaines, voire milliers d'heures. Donc c'est une année qui est clé pour la filière. Et voilà, en tout cas, on est dessus. Ensuite, 2025, on va l'installer chez un client, monter en puissance, donc voir à quelle taille on peut monter avec cette unité-là. On vise la tonneur, c'est notre objectif. Et d'ici 2027, si tout va bien, on aura notre première unité industrielle, principalement dédiée au secteur industriel. Les bouts digesta, ça viendra plutôt vers l'horizon 2030. Ça, c'est notre objectif. Voilà, c'était tout pour mon intervention. Donc, je pourrais répondre à vos questions plus tard. Merci Gaël. On va maintenant laisser la parole à Cadet. Cadet, now the floor is yours. Okay. CADE is an engineering company, and we are located in Spain. And we have been working in this technology for several years. And today, and today we want to share with you how we understand the technology and how we are trying to develop this technology at an industrial scale. To start with, I'm going to play a short video to introduce CADE, and then I'm going to show you a presentation with more detail of our technology. So let's go with the video. We have divided the presentation in these 5 sections. The first slide is about where we understand that the business is. Then we are going to speak about how we develop a project. The third part is about our current facilities. The fourth and the 5 is about the scaling up for the different projects. Okay, this slide
is about the business. We have calculated the ratio between the power generated in the syngas in terms of low heat value divided by the power consumption of the process, of the whole process. This ratio is related with the percentage of organic matter, and this way, if the percentage is lower than 5%, the ratio is lower than 1. In this case, the business model is only the waste treatment in itself. But if the organic matter increase between 5 and 40%, the ratio increase between 1 and 3.5. And this way, the business, in this case, can be a combination between the waste treatment and the gas vector. There is enough energy in the gas vector. If the percentage of organic matter is between 40 and 60, the rate increase, and it's between 3.5 and 8. And in this case, the business can be concentrated only in the renewable gas vector, or even in renewable molecules as CO2 for methanol production. And finally, in the same way, if the percentage of organic matter is higher than 60%, the rate increase it's higher than 8, and in this case, there is enough energy in the syngas to be able to generate electricity by means of a power cycle. For this reason, we have been changing our process, and we have during the last years we have been developing a new process and a new solid reactor to be able to process solids. Currently, we have the two possibilities. We have a liquid reactor for pumpable biomasses, and we have the solid reactor. You can see as well some kind of biomasses in which we are interested, and which we can treat both with the liquid and the solid reactor. And in this moment, we have the ongoing projects that we have remarked in orange color. We are working with the hydrated digestates. We are working with algae, with buggies, with industrial wastewater treatment plant. This case is from a paper industry. We are working as well with that fraction, organic fraction of municipal solid waste, and with industrial liquids, and we have started a project with plastic rejects. I'm going to share this one because I think I don't have enough time, okay? Okay, this is our current facilities. We have a pilot testing platform where we have different process units for the biomass evaluation, for the point of view of the treatment, of the pre-treatment, to analyze the fouling, soil precipitation, pumpability. We have two kind of reactors, 4 reactors to get a capacity of 40 kilograms per hour, and a solid reactor of 3 liters. And I have some units dedicated for the downstream treatment. And the other installation is the other facility is the demo plan of Eclosion project. This is a plant with a capacity of 100 kilograms per hour, and it's aimed for the production of hydrogen, methane, and CO2. This plant now is in operation in our facilities, and it's going to be installed in Salamanca on-site, on-client in March.
Sorry, because this is not the last version of the presentation. We sent 2 versions, and this is the first one. Well, don't worry. Okay. Because of the wide range of the biomass that we can process, we have a generic roadmap to develop each project. This roadmap has several stages. The first step is the biomass selection. Why? We think that it's very important to collaborate with the client for the selection of the best biomass from the beginning, thinking about the contaminants, the inorganics, the content of organic matter. So this is the first step for us. The second step is the preliminary feasibility assessment. This is from a theoretical point of view, where we analyze the gasification performance, the gas composition, the OPEX of the application, and if the results are okay, then we start with the experimental test. We start with the test in the platform test, analyzing the pretreatment, operational condition, catalyst, performance, inorganic elimination. This is for us a TRL 6. Then, if the results is okay, we continue with a demo plan of 100 kilograms per hour. This is the part of the presentation that is not updated. But in this scale, in this point, we divided the project between. We divided the project into a scale. What we name industrial projects, which have a size of between 2 or 10 tons per hour, and bigger projects. For the projects with 2-3 tons per hour, we get the TRL with a modular unit of 500 kilograms per hour. And if the projects are bigger, we get the TRL 8 with modular units between 1.5 and 3 tons per hour. The final industrial scale, I mean the TRL 9, is got depending on the road. I mean, if it's an industrial project with a size of 2 or 10 tons per hour, we configure the plan with several units of 500 kilograms per hour. But if the project is bigger, we configure the final scale with different units, with different modular units of 1.5 or 3 tons per hour. Sorry, because this is not updated. Okay, this slide is about the project with a size of 2 tons per hour. This is the different scale of our design. We start with a demo of 100 kilograms per hour. Then we go to 500 kilograms per hour. In this transition, we have a scaling up factor lower than 1.2. All the elements are modular, and these two plants has a similar automatization level. This way, the final industrial scale is only use 1, 2, 3, 4 units equal to the modular 500 kilograms per hour. This way, we want to get a manufacturing time reduction, startup cost and time reduction, and all the units are full tested from our facilities.
And finally, we have wanted to share this ambitious challenge for the technology, in which we try to demonstrate that it's possible to generate renewable gases with this technology using renewable energy with agroenergy crops, in which we can speak about 50% of dry matter. We can get enough energy in the renewable gases, both for the injection of the gas into the grid or for the storage of the gas and then producing electricity by means of a power plant. And this is all. Thank you very much. Thank you. And the last presentation today will be done by SCW Systems. Thanks. So, bonjour à tous. Je voudrais faire ma présentation en anglais parce que mon français c'est très dur pour moi. So, apologies, but I would like to do it in English. So, SCW Systems. SCW, of course, stands for Supercritical Water Gasification. And our goal is to bend the carbon curve towards zero. So just a brief overview on what I'm going to present today to you all. Some insights on SCW Systems. Of course, about our technology, supercritical cleanup. Our first industrial demo plant in the Netherlands, in Alkmaar. And the next steps that we anticipate for Europe, including France. So, just a quick overview. We are a technology development company, and we have developed several technologies which are focused on creating climate impact. So we have our own direct air capture technology, which is one of the largest direct air capture units worldwide. We have a steel cleanup process, which we can actually also, apart from mechanically, we can chemically recycle all sorts of problematic waste streams. And of course, it all started with supercritical water gasification. We are over 100 employees and at 3 locations in Alkmaar, in the Netherlands. So I think this has been touched upon already a couple of times today. You can already dream this whole process, of course. But in general, the process starts with a pre-treatment process. Then you pressurize, in our case, we pressurize a liquid up to beyond the supercritical conditions of 221 bars. And then we use the heat in our process to heat up, with a heat exchanger to heat up the new incoming feed. Then we've got the cracking of the molecules at an even higher temperature to ensure that all molecules are cracked into gaseous molecules. And then, in general, we have a syngas consisting out of 50% hydrogen, 20% methane, 25% CO2, and approximately 5% CO. So this creates a wide variety on different options. So, of course, we could separate the hydrogen because there's, of course, a huge push on getting green hydrogen. But in our case, because we have a subsidy based on green methane, we are converting all the hydrogen into additional methane. So we use the CO and the CO2 with a methanation step to convert all the hydrogen into methane. And then we have a gas composition consisting out of methane, pure methane, and CO2. And then we have the gas separation step, and we can inject the gas in the 70 bar, so 70 bar, high pressure grid of the Dutch gas DSO. Of course, one of the advantages of this process is that we have the pressure already in the system, so the gas is already available at high pressure. So you do not have additional energy cost for pressurizing the gas. On the other hand, injecting gas in the high pressure grid, because in the Netherlands the situation is that a lot of industrial clients are connected to the high pressure grid. So the limitations to inject and the requirements to inject the gas are very strict. Like you already indicated, it's at ppm level. So you have to comply with a ppm level with CO, with water, and with all sulfur, all sorts of contaminations that are not allowed to be in the gas.
So the gas treatment process to get the syngas to on-spec gas at high pressure really was an effort. Just to inform you, so we have run this whole process on, so we have 4 reactors. No, I'm going too fast. I'll get back to that, sorry. Oh, this is of course important, because it's not just the gas that's coming out, but it's also the water and the salts that are coming out. And what we have learned is pretty much in line with the gas that needs to be on spec. If you look at the water coming out of your process, then it's also quite a challenge to get the water on spec and to be allowed to discharge the water on the surface or in the sewer. So also the water treatment process really has taken us, well, quite some time to get to on-spec water. But we managed. And I think this has been touched upon already. I think one of, so it's not about the flexibility from the outside, so you can actually convert the hydrogen and the CO into a syngas, which can be used as an industrial feedstock for the industry, for the chemical industry, as a building block. But also on the input side, we have flexibility. So you can use a wide variety, a wide range of different feedstock. And I think this has already been touched upon. This can be biogenic. And of course, then you produce green hydrogen or green methane. But these can also be non-biogenic. And this is what we call circular gas. So this can be used, and this is actually one of the ways to get to a circular and closed loop, carbon loop for the industry, to ensure that you can reuse your syngas as a feedstock again to build new products. So what we are doing, so I will show you some pictures of our first industrial demonstration plant in Alkmaar. And in parallel to what we are doing at the industrial site, we also have an advanced lab facility. So approximately out of the 100 people working at SCW Systems, we have approximately 20 people working on research. So we do all our own analysis on feedstock, water quality, gas quality, process conditions, of course. And we do this at lab scale up to 5 liters an hour. So this is the demonstration site in Alkmaar. So here we have a 20 megawatt output facility with a throughput between 10 and 16 tons an hour. So we have 4 gasifiers. So one gasifier has a throughput of approximately 2,500 liters up to 4,000 liters an hour, depending on the composition of the organics and the required residence time to ensure that all molecules are converted into gas. So if you have a relatively complex molecule, then you will need more residence time to ensure that all the organics are converted into gas. And then you have your lower bound of 2,500 liters. If you have less complex molecules, then you have a higher throughput and you go up to 4,000 liters an hour. We have been running this facility now, so we have been for over 2,000 hours, we have been supercritical with our reactors. We have produced over 750,000 cubic meters of syngas. And we have injected over 55,000 cubic meters of on-spec gas into the high-pressure grid. So the whole chain, including the whole gas treatment process, the pre-treatment process, and the wastewater process, has been running successfully. And to give you some idea on how this looks like, actually, and what we call the gasification hall, and that's the big hall, actually, that you see over there. That contains our 4 reactors. And outside you see also our different processes. And, to get back, on the left-hand side you see a plot which we have already bought for expansion with an additional 6 gasifiers. And we plan to take the FID for this end of this year. So here you get a closer look on what the facility looks like, and an even closer look, and then getting back to the process. So
like I just explained, you can divide the process in 4 stages. So the pre-treatment step, that is actually all located at the back end of our plot. So there we receive the feedstock, we do a pre-treatment process, and for location Alkmaar, we start with a crude glycerin, so a byproduct of the biodiesel production, which is in line with the Annex 9 from the RED directive. And then we pressurize the liquid, and it enters into a gasification facility. Pressurizing a liquid almost takes no energy. And of course, again, the advantage is that also the output, so the gas output, is at high pressure available coming out of your process. Then we have the gas treatment process. And the gas treatment process consists out of a liquid gas separation step, because you need to take out the gas from your liquid. Then we have a desulfuration step. And then we have an intensive, and it's also our own design, methanation step with 3 methanation reactors to ensure that all hydrogen is converted into additional methane. And then we have the gas separation step, so the CO, and we have pure methane, which we can inject into the grid. And then we have the wastewater treatment and the salt treatment. And the wastewater treatment consists, so the setup that we have consists of a skimmer, ultrafiltration step, an air stripper, a vacuum evaporator, and a reverse osmosis unit, and a coal bed. Again, getting the water on spec is really a challenge. And there are definitely processes that are way more effective than what we have done so far. We are really focused, of course, on ensuring that we can get the gasification process, including the gas treatment process. That is our core focus. But of course, to run the whole facility, everything needs to be in place. And we have put a lot of effort also in the whole wastewater treatment. So I think that has already been mentioned. One of the advantages, of course, of this technology is that you can actually create clean water, but there are still some contaminations left, which you actually want to reuse for a second cycle. Of course, things that are not converted, there's still feedstock available for a second cycle, but you need to ensure that you can capture these organics again out of your wastewater stream, and that you have your wastewater that you want to discharge on spec. So where do we stand? Well, like you just have seen, we have our 20 megawatt installation in Alkmaar. Like I just indicated, we have already bought the plot to expand it with an additional 6 gasifiers. So we get a total capacity of 50 megawatt energy output. And we have an option, a plot option already on 2 additional locations in the Netherlands. And this is the scheme that we foresee. Because I think, and that was already stipulated also in the former presentation, this is the design. So this is what we, and it's not a very sexy name, but this is what we call Model 2. Model 2 is actually the design that we can duplicate. So scaling is not about building a larger reactor or a gasification unit, it's about duplication of our current design. And therefore, we are also focused on a next project in France. So we already are in contact on actually already a long time with Robert, as one of the key people, I think, anticipating on this technology and to create awareness for this. But also looking in France to see, okay, how can we deploy this technology? And this is not about showcasing a pilot. That's in Alkmaar. It's about scaling and really creating an impact with this technology. So, that's it for now. Thanks. Thank you. Thank you very much. Do we still need this? Thank you. Est-ce qu'on va avoir quelques questions pour nos présentateurs?
Hi, I have a question for you at CADE. Can you comment on dealing with salt? We've heard a lot about salt separation from other technology providers. What about you? About inorganics. How do you deal with the salts and the inorganics in your biomass before gasifying them? Is this a challenge for you? Is this not a problem? In this moment, we are focusing the production of syngas, but we have a salt separator, and thanks to this equipment, we remove the most of the inorganics from the reactor in form of salts. Thank you. Well, I have a couple of questions, okay, for all the participants. Thank you for your presentation. Okay, my name is Harry Deme from CIE Grenoble. My main question is, very interesting, the high capacity of injection of your unities, especially SCW system, 4,000 liters per hour. But I didn't see which kind of feedstock you use. Okay, and the same question is for Gael. You said that you mentioned that you have validated 20 meters cubic of gas injected in the system, but which feedstock do you use? And if you use Model 1, for example, glycerol, how do you validate the salt separator of your unit? Je parle en français, ça va. C'était avec du glycérol, il me semble que j'avais brièvement mentionné. C'est facile à traiter pour un début, donc le glycérol, ça marche bien. Et c'est juste 20 mètres cubes, on avait fait juste ça avant Noël, c'est-à-dire à des objectifs pour la société. Donc voilà. Mais pour ces prochaines semaines, prochains mois, l'objectif, c'est quand même avec d'autres types de déchets. Ouais. C'était juste le cadeau de Noël. Donc il n'y avait pas de sel dedans. Non. Et quelle concentration en glycérol? On a fait juste à 5%, c'était un petit shot pour l'apéro. Okay, Mr. Same question for me. Yes. So again, so for the gasifiers that we anticipate, also for the expansion in Alkmaar, we foresee that we can actually supply this all with crude glycerin. And crude glycerin obviously is not the feedstock with the highest societal impact. I mean, that's for sure. But it allows us to start and to run the whole location, installation, with an economical, viable business case. And I think that is also a very important signal, I think, to everybody, is that even with a relatively expensive feed, because I think we also have touched upon feedstocks with a potential gate fee because they're a problematic waste streams, and in this case we are actually paying quite a lot of money, of course, for the feedstock. But still, even with this relatively expensive feedstock, with this technology, due to its high efficiency, you still have a viable business case. So for Alkmaar, we're anticipating on crude glycerin. If you look at the other locations in the Netherlands, we are focusing on industrial waste streams. So for producing circular gas on non-biogenic waste streams. And there we have already tested and also showcased with the lab scale unit and the pilot unit, which actually provide representative details and conditions compared to our large-scale unit, that we are capable of running these streams also on our current design. What is the maximum concentration of glycerin that you have injected in water? Yes. The maximum that we have injected now is 40%. Okay. D'autres questions? Oui, j'ai une question pour Treatec. Est-ce que vous pouvez commenter sur les difficultés associées à l'empoisonnement des catalyseurs ou la durée de vie ou durée d'opération?
Oui, là je pourrais pas donner beaucoup de détails, ça peut, ça peut un peu secret. Non, mais c'est les contaminants, ils sont connus, hein, c'est surtout ce qui est composé soufré principalement. La désactivation elle est assez rapide. Après tout ce qui est courbe, bien entendu, hein, ça se dépose et ça s'encrasse. Donc voilà, il faut régénérer le système. Ça demande beaucoup de savoir-faire. C'est un travail au quotidien hein, qu'on fait actuellement. Là, heureusement, on est bien équipé. On a quand même 4 prototypes, dont 3 qui sont dédiés à la R&D pour justement faire ces tests avec les catalyseurs, les régénérations, etc. L'avantage, c'est clairement du catalyseur, c'est qu'on peut vraiment avoir des petits volumes de réacteurs. Mais voilà, ça demande un certain savoir-faire avec la régénération. Du coup, votre montée en échelle, là, vous la faites avec un procédé avec catalyse qui peut tourner suffisamment d'heures pour être un business case. Tout à fait, ouais. Après, justement, si on met du soufre, bah, ça va peser de la balance. Donc voilà, il faut qu'on ait après des matériaux pour protéger le catalyseur. Donc des pièges à soufre, c'est aussi des matériaux qui sont essentiels. De toute façon, même si on ne les piège pas en amont, on doit les piéger en aval si on veut faire de la méthanation catalytique. Donc le soufre, c'est l'ennemi de tout le monde. Hein, donc voilà. D'autres questions? I have. Ça va? Una pregunta para señor Batista. Hola, señor. Ha visto que podéis convertir plásticos y quiero saber qué son ustedes resultados. For those who doesn't speak English, I've asked Mr. Batista if he could give me the result of the transformation of plastic. Et pour ceux qui parlent ni français, ni anglais, ni espagnol, j'ai demandé à Monsieur Bautista s'il pouvait me donner les résultats de sa conversion du plastique en gaz. I'm sorry, but I can't say that. This is highly confidential. Ok. Pero la conversión es... Good. Good. It's good. Bueno, buena. Good enough. Ok. Gracias. Sorry. Anne? Yes, my question was for SCW. You spoke about a lot of work on wastewater and the gas. And my question is concerning the methanation. Did you experiment some poisoning or not? Or what did you experiment? Or maybe there was no sulfur in the glycerol? I'm not quite sure. What was your specific question with regard to the methanation? Yes, the poisoning of the catalyst for the methanation. Yeah. And maybe you had no poisons like sulfur or so on in your trans. So maybe that's my question. But maybe you had no poison. Yeah, very important and relevant question. And this is also the reason. So when we have our gas treatment process, we start with the gas liquid separation to get the gas out of the water, and then it goes to a desulfuration step. So we first have a desulfuration step, because indeed otherwise you would wear out your catalyst for the methanation, which is of course a costly catalyst. No, we did not encounter any issues with that. No. I have a question for you, SCW system as well. You mentioned an FID for end of 2025 for your plant expansion. What would be your commissioning date, or just an average? So we anticipate that we have the full capacity, so including the expansion, available late 2027. You have a support from the Dutch government in the same way that you had for the first project? Yeah, so what they have introduced, and Casper van Maurik, he was from the Ministry of Economic Affairs, and he was here this morning as well. And he explained also about the CapEx subsidy. So in the Netherlands, we have a more or less production subsidy, which grants you a certain price. And which is of course good for the business case, and this price guarantee is for 12 years.
And the difference between TTF, or the spot market price, and this price subsidy is then paid by the government. So that is one. So it gives you a floor in your business case from a revenue perspective. And they have introduced a CapEx subsidy reaching up to 30 million. Thank you. D'autres questions? Yes, I have a question for SCW. In order to do good ethanation, you need to have optimum amounts of H2 and CO2. However, with this technology, you don't have that. You almost have equal amounts of H2 and CO2. And my question is, have you considered adding an external source of hydrogen in order to ramp up the methane production? Yeah, interesting thought. And I think also one of the potential ideas. So again, since the subsidy scheme now is very much focused on biomethane, so what I just explained, the production price, a guaranteed price, is only for the biomethane and not for the hydrogen. And in Alkmaar, we do not yet have the hydrogen infrastructure in place. So for us, it's not really an opportunity to convert everything into hydrogen. But you are right, we still have approximately 20% CO2 left, which could be used for additional methane if we would have additional hydrogen. But in the Netherlands, hydrogen, and especially renewable hydrogen, is still expensive. Okay, thank you. Yeah, but it's an option. Yeah. Well, thanks for the presentation. My question goes to SCW system. Just about the gasifier part, how do you ensure the temperature of the reactor? Is it with electricity input or by self-consumption of some of the gas? Because there's an integration and to separate to heat up the feedstock. But how do you maintain the reactor in temperature? With electrical heated power, or Okay. power, electrical power heaters. Jesus. Yeah. All right, thank you very much. So we're not but again, also there, that's a different option. You could use, of course, your gas output also to heat up the system. That could be an option. We are very much focused on producing as much green methane as possible. So we do not want to use our own syngas for heat production for the reactor. No, actually, so the question was, is then using electrical power, which we need to take off the grid, instead of using your own syngas, does it have a negative impact on your business case? Well, actually not. Because if you look at the price that you get in the Netherlands for biomethane is actually quite high. So it's interesting to use as much of your energy to really to produce the highest output on biomethane. Une question pour Triatech. J'ai lu que vous aviez un taux de conversion du carbone, un rendement du carbone dans le gaz qui pouvait monter jusqu'à 99%. Est-ce que c'est sur des molécules modèles? De quel genre de rendement vous atteignez sur des feedstocks plus classiques, plus complexes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qui passe dans le réacteur catalytique, la quasi-totalité est convertie en gaz. C'est plutôt en amont qu'on perd le carbone, notamment avec les boues. On retrouve quand même du carbone résiduel dans la fraction minérale, entre 5 et 10%. Il y a quand même du carbone qu'on n'arrive pas à extraire, hein. En tout cas pas à 400 degrés, peut-être à plus haute température, ça peut être plus efficace. Mais ce qui passe dans le réacteur catalytique, en tout cas, on convertit 99, la quasi-totalité. Y compris sur les intrants complexes? Oui. Genre bout de step, par exemple? Oui, c'est ce que je disais. Parce que et donc la grosse partie du carbone que vous la perdez en faisant la séparation de sel? Là, oui, il y a une partie qu'on perd. Après, on recycle de toute façon le surnageant.
Mais c'est effectivement là qu'il y a le plus de pertes au niveau carbone pour les digestats ou les bouts d'épuration. Merci. Encore une dernière question. Après, voilà, je rappelle que sur notre stand du groupe de travail, on offre un apéritif avec nos amis de Biogaz Vallée qui nous amènent toujours du bon champagne. Okay, last question for me. It will be an open question. During the first converting process, if there are not the totality of the waste that has been valorized, will it be possible to inject the rest of the waste again to finish the valorization process? Monsieur Peng, dans le cadre où dans le cas où le processus de conversion ne se serait pas fait durant le premier passage, est-ce qu'il serait possible de terminer le travail dans un deuxième voire un troisième? This question is for you, Mr. De Groot 2 et para usted también. Oui, c'est possible, mais encore une fois, dans l'autre procédé, ici on a 200, 300, 500 ppm, on ne respecte pas les specs. Donc là, ça demande des traitements plus compliqués, ou ultrafiltration ou autre. Donc là, recycler nouveau le flux, non, ça ne va pas. Après, pour d'autres flux qui sont plus organiques, mais non aqueux, là oui, on peut faire du recyclage, parce que l'eau, elle recycle notre système. Mais pour un traitement de bout d'épuration ou autre, là, non, si on ne respecte pas les specs dans l'autre procédé, ça demande du traitement en aval, hein, ça c'est sûr. So same question for me. So in one cycle we have approximately we have a conversion rate over 95%, and then the maintaining organics are actually taken out in the wastewater treatment process and reused again as part of the feedstock mix, which will enter again in the gasifier. So ultimately you almost have a 100% conversion of all organics. Over 95% in the first cycle, and then the rest will be reused again as feed and then will be converted also. Speaking about the the organic conversion to gas, our reactor, or rather, we try to avoid the use of catalyst as possible. Our reactor works at 550 degrees, and we are not really trying to get the best performance, the best conversion rate to gas. So we are working about 90-95%, because we want to try to find an equilibrium between this conversion and avoiding as far as possible the use of catalyst. And thinking about the inorganics, we remove the 90-95% of the inorganics. Ok, thank you. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je crois que c'est la première fois qu'on avait... Ah, pardon. Encore une question? Allez, la toute dernière. Short question. What's the average cost of biomethane in Netherlands? Sorry. The average cost of biomethane. Well, it actually it consisted. So our revenues again are based on the one hand side on this price floor with the subsidy. So for Alkmaar, that means that we have a price floor of 75 euros per megawatt hour. On top of, you will get your green certificates, which are related to ETS pricing. So that's more or less the pricing model. And the cost of these are not allocated directly to end users. It's more a general tax which is paid to ensure that these subsidies can be granted. Yep. Ok, c'est bon.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à nos intervenants. Thank you very much coming to France. Voilà.